Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je vais donc ce soir vous présenter en quelques mots l'exposition Royaumes oubliés de l'Empire hittite aux Araméens, qui est donc présentée dans le hall Napoléon actuellement depuis le 2 mai et jusqu'au 12 août de cette année. Alors, en fait, cette exposition, elle a eu pour origine le souhait émis par le Louvre d'accueillir la collection des grandes sculptures découvertes à Tel Halaf par Max von Oppenheim au tout début du XXe siècle. Et donc, avant de vous présenter l'expo elle-même, je vais donc revenir sur l'histoire de cette découverte assez incroyable qui a eu lieu dans les toutes premières années du XXe siècle. Tout d'abord, donc, c'est l'histoire d'un homme, Max von Oppenheim, qui a toujours été bercé par l'Orient depuis sa plus tendre enfance. Il a lu très jeune Les Mille et une Nuits et ça a été pour lui une découverte absolument fascinante. Et il arrive, à un moment donné de sa carrière, à faire partie d'une mission diplomatique allemande basée au Caire. Et de là, en 1899, il entreprend un voyage dans le nord de la Syrie, sur le tracé de la future ligne de chemin de fer qui relie Bagdad à Istanbul. Alors, il est très ami avec les populations locales, il est régulièrement invité à dîner, il parle arabe et il est invité à dîner un soir chez le cheikh kurde Ibrahim Pacha, lors d'un dîner qui ressemble véritablement à la photo que vous avez ici, même si ce n'est pas le même, où tout le monde se réunit autour d'un plat de viande de mouton posé sur du riz. Et lors de cette soirée chez Ibrahim Pacha, il entend parler d'un site, une colline, où des Tchétchènes qui souhaitaient enterrer un mort ont déterré par inadvertance des statues d'animaux à tête humaine. Alors, évidemment, Max von Oppenheim est particulièrement intéressé. Il souhaite qu'on l'y conduise, il négocie, et effectivement, finalement, on le conduit jusqu'à ce site qui s'appelle donc Tel Halaf, qui est sur les bords du Habour, vraiment tout au nord de la Syrie, à la frontière avec la Turquie. Et là, il découvre, vous le voyez, des reliefs particulièrement anciens. Il décide évidemment d'entreprendre la fouille. Il demande l'autorisation au sultan ottoman qui lui accorde, mais il ne revient en réalité fouiller le site qu'une bonne dizaine d'années après. Il revient en 1911 et il commence la fouille proprement dite et il va découvrir donc une ancienne cité araméenne, la cité de Gouzana, qui était la capitale d'un royaume araméen qui s'appelait le Bit Bayani, également appelé Palais dans certaines inscriptions. Et sur ce site, dans cette ville, il va notamment découvrir les reliefs et les statues du palais du roi Kapara. Vous avez ici en photo la porte aux hommes scorpions, qui était l'accès principal vers le palais. Et vous avez ici la photo prise en 1913 de la façade nord de ce palais de Kapara, où se trouvait justement l'entrée monumentale du bâtiment, avec notamment, vous le voyez, des grands animaux gardiens et de grands orthostates qui ornaient la façade. Alors, donc Max von Oppenheim fouille de 1911 à l'hiver 1913 et il se dit bon ben voilà, j'ai fini pour cette fois-ci, je reviendrai l'année prochaine. Alors, évidemment, il ne revient pas. Et après la Première Guerre mondiale, la Syrie passe sous mandat français. Et comme l'Allemagne n'est pas encore dans la Société des Nations, eh bien, Max von Oppenheim ne peut pas revenir sur le site. Il faudra attendre 1926 pour que l'Allemagne intègre la Société des Nations. Et un an plus tard, Max von Oppenheim a donc le droit de revenir à Tel Halaf. Là, donc, il découvre le site passablement perturbé à cause des luttes entre les autorités françaises et la jeune République turque. Et vous voyez peut-être dans le fond de l'image,
l'ancienne maison de fouilles où Max von Oppenheim travaillait et où il avait rangé ses collections, qui avaient été donc, elles, en partie saccagées. Il arrive néanmoins à retrouver bon nombre d'objets et toutes ces sculptures monumentales. Et c'est alors qu'a lieu un partage de fouilles entre la Syrie et Max von Oppenheim. Une partie des découvertes restent en Syrie et sont toujours actuellement conservées au musée d'Alep. Et une autre partie des collections, eh bien, Max von Oppenheim les emmène à Berlin. Et dans le quartier de Charlottenburg, dans l'ouest de Berlin, il fait installer la collection dans une ancienne fonderie qu'il réhabilite, donc un des premiers exemples de réhabilitation d'un lieu industriel en lieu culturel. Et voici donc la fonderie où il va installer les sculptures provenant du site de Tel Halaf. À l'intérieur, donc, les travaux commencent et en 1930, il peut ouvrir le Tel Halaf Museum, dans lequel il a notamment fait restituer la façade nord du palais de Khapara avec son entrée monumentale faite d'animaux gardiens, lions et taureaux, qui servaient donc de base de colonne et sur lequel il a restitué des divinités debout, comme on le voit régulièrement dans l'ère syro-anatolienne où les dieux sont représentés marchant sur le dos de leurs animaux attributs. Alors, on se posera la question évidemment de cette restitution un peu plus tard au cours de la présentation. Le succès de ce musée est relativement confidentiel. En fait, les visiteurs ne se bousculent pas. Généralement, quelques personnes viennent, demandent la clé au gardien, on entre, on visite et on ressort. Pourtant, l'écrivain Samuel Beckett, lui, est absolument fasciné par le musée et ses collections, par la beauté sauvage et primitive des sculptures. Il dit notamment au sujet de l'aigle ici, dans ses carnets, il le trouve superbement démoniaque. Et donc, il est vraiment fasciné par l'ensemble, contrairement à Agatha Christie, qui, elle, trouve ça assez laid. Bien que dans son roman, elle dit qu'elle aime beaucoup le baron, qui est un homme fort agréable. En 1943, malheureusement, donc Berlin est bombardé et vu du ciel, le Tel Halaf Museum ne ressemble pas à un musée, mais à une fonderie. Et donc, il est bombardé également. Une bombe au phosphore, donc vous voyez la grande halle où étaient les grandes sculptures de Tel Halaf. Eh bien, en février 1944, voilà à quoi elle ressemble. Une bombe au phosphore tombe sur le musée. Le musée est incendié. Les sculptures en basalte donc chauffent à cause des flammes. Et quand les pompiers arrivent pour éteindre l'incendie et projettent de l'eau glacée à l'intérieur du musée, le choc thermique fait que toutes les sculptures en basalte éclatent. Max von Oppenheim arrive à faire retirer des décombres environ 27 000 fragments qui vont être installés dans les caves du Pergamon Museum, donc cette fois-ci dans la partie est de Berlin. Et ces fragments vont rester 60 ans dans les caves. La collection sera considérée comme détruite. Et puis, après la chute du mur, dans les années 1990, la fondation Max von Oppenheim et le Pergamon Museum se disent, mais après tout, ne pourrait-on pas tenter de reconstituer au moins une statue, ce qu'ils font. Et à partir de 2000, ils décident de sortir tous les reliefs, tous les fragments, les 27 000 fragments qui existaient, et de les installer dans un grand entrepôt où, pendant 10 ans, ils vont reconstituer entièrement la collection. Ces 27 000 fragments vont finalement donner une centaine de statues, de reliefs, d'éléments d'architecture et finalement ressusciter la collection de Tel Halaf et le site de Tel Halaf. Donc vous le voyez, c'est un travail de fourmi. 18 restaurateurs, 3 archéologues, un minéralogiste vont travailler donc pendant une dizaine d'années à la reconstruction de cette collection. Et puis donc, en 2011,
eh bien, le Pergamon Museum va présenter au public le fruit de son travail avec l'exposition Die Gerätetengötter aus den Palast von Tel Halaf, qui donc montre enfin au public toutes ces statues que l'on croyait perdues. Et notamment la statue préférée de Max von Oppenheim, qu'il appelait sa Vénus ou sa grande déesse. Vous verrez qu'en réalité ce n'est pas une statue de divinité, mais nous allons en reparler. Et l'exposition est présentée quelques années après à Bonn, à la Kunsthalle, dans une autre version, mais qui raconte également l'histoire de Max von Oppenheim et également l'histoire incroyable de sa collection. L'idée était que pendant les travaux de rénovation du Pergamon Museum, le Louvre puisse donc accueillir les pièces majeures de cette incroyable collection. Mais il était très clair pour le Pergamon Museum que l'exposition ne devait pas ressembler à l'exposition qui avait eu lieu en Allemagne, donc à 2 reprises, au Pergamon Museum et à la Kunsthalle. Et le fait est que, comme l'a rappelé Marielle tout à l'heure, mon sujet de recherche est justement sur la sculpture monumentale syro-anatolienne et notamment la sculpture des royaumes néo-hittites et araméens et le Bit Bayani, donc le royaume dont la capitale était située à Tel Halaf. Eh bien, le Bit Bayani est l'un de ces petits royaumes néo-hittites et araméens qui s'épanouissent au début de l'âge du fer entre le sud-est de la Turquie et la moitié nord de la Syrie. Du coup, j'ai proposé que l'on contextualise la collection de Tel Halaf en montrant les vestiges des autres royaumes néo-hittites et araméens qui partageaient donc des traits culturels avec les vestiges découverts à Tel Halaf. Cette solution a plu au Pergamon Museum et donc ce projet a véritablement pris corps à partir de ce moment-là. Alors, vous avez, pour celles et ceux qui ont pu déjà voir l'exposition, vous avez certainement remarqué qu'à l'entrée de l'exposition se trouve une installation d'un artiste contemporain qui s'appelle Ryan Tabet, qui justement a travaillé sur à partir donc des reliefs du Pergamon et d'autres musées, parce qu'en fait, Ryan Tabet, dans son travail artistique, essaie de lier son histoire personnelle, l'histoire de sa famille, avec l'histoire et les bouleversements du XXe siècle. Et il se trouve que l'arrière-grand-père de Ryan Tabet était le secrétaire et le traducteur de Max von Oppenheim lors de son retour en 1927 à Tel Halaf. Alors, évidemment, ce grand-père avait été placé auprès de Max von Oppenheim par les autorités françaises, car il voulait évidemment surveiller Max von Oppenheim, qui n'avait probablement pas que des activités archéologiques sur le territoire syrien, mais probablement, comme beaucoup à l'époque, également des activités d'espionnage. Il était donc important d'avoir quelqu'un au plus près de Max. Du coup, la photo de Max von Oppenheim était installée sur l'un des murs de la maison familiale de la famille de Ryan Tabet. Et donc, Ryan, très jeune, voyait ce personnage austère avec ses moustaches le regarder. Et plus tard, il a décidé de s'intéresser à ce site archéologique où son arrière-grand-père avait travaillé. Et il a réalisé un certain nombre d'œuvres liées aux vestiges de Tel Halaf et au devenir même de ces vestiges. Ainsi, vous avez ici une série de frottages qui ont été faits sur les petits orthostates de la façade sud du palais de Khapara, donc la façade opposée à l'entrée monumentale que vous avez vue. Et donc il s'est intéressé à ces petits orthostates puisque ce grand ensemble d'un peu moins de 200 sculptures a été finalement a vécu une histoire au cours du XXe siècle, au cours des bouleversements du XXe siècle. La plupart sont au Pergamon Museum de Berlin, mais d'autres sont à New York, à Paris, à Londres. Certains ont été détruits lors de conflits. Bref, finalement, l'histoire de la dispersion de cette collection est un peu une histoire du XXe siècle. Et c'est le sens de cette œuvre qui rassemble
une partie des reliefs qui sont ici sous la forme de frottage. Et ce que vous voyez moins au-dessus, mais que vous verrez très bien sur l'œuvre dans l'exposition, eh bien, c'est qu'on a le cartel des 194 reliefs qui ont été découverts par Max von Oppenheim, alors qu'en réalité, 32 frottages ont été réalisés. Et ces cartels évoquent donc justement le statut actuel de ces œuvres en fonction des pays où elles se trouvent et si elles sont encore, s'ils existent encore ou s'ils ont été détruits. Et je trouvais intéressant donc d'ouvrir l'exposition avec donc cette œuvre de Ryan Tabet, parce que justement elle nous montre que des œuvres finalement de culture extrêmement méconnues et donc oubliées, eh bien, peuvent servir d'inspiration évidemment à la création contemporaine. Alors l'exposition, donc, je l'ai souhaitée en 4 parties. Vous avez en première partie une première salle consacrée à l'Empire hittite, parce que nous parlons donc de royaumes néo-hittites et araméens, tout simplement parce que ces royaumes eh bien, se partagent l'héritage monumental et artistique de l'Empire hittite, et il me semblait important, dans une première partie servant d'introduction, de rappeler ce qu'avait été l'Empire hittite. La deuxième partie de l'exposition, eh bien, elle présente justement les royaumes néo-hittites et araméens dans leur diversité, et en même temps, quand vous verrez l'exposition, vous pourrez vous rendre compte qu'il y a évidemment des motifs, des styles qui se retrouvent, alors que certains, par contre, ont des différences stylistiques extrêmement marquées. Mais tous partagent ce même héritage de l'Empire hittite. Que finalement leur souverain soit descendant d'anciens gouverneurs hittites devenus rois, ou au contraire, c'est le cas des royaumes dits néo-hittites, alors que d'autres royaumes sont dirigés par des souverains araméens, c'est-à-dire d'anciens chefs de tribus nomades, ces groupes araméens qui vivaient dans la steppe au bronze récent, donc, dont on entend déjà parler au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Et donc certains de ces chefs se sont sédentarisés et ont fondé des royaumes, royaumes dits araméens, mais qui partagent finalement le même héritage monumental et culturel que les royaumes gouvernés par les anciens gouverneurs. Et justement, l'exposition donc présente un peu cet ensemble dans la deuxième partie. La troisième partie, évidemment, est donc un focus sur l'un de ces royaumes, le royaume du Bit-Bayani, dont la capitale, Guzana, était donc sur le site moderne de Tel Halaf. Et donc la troisième partie présente justement les découvertes de Max von Oppenheim sur le site. Et le couloir, vous voyez, qui est ici, eh bien, reprend l'histoire de Max von Oppenheim que je vous ai résumée tout à l'heure. Enfin, la dernière partie de l'exposition s'intéresse aux puissances voisines qui entourent ces petits royaumes nés des ruines de l'Empire hittite, avec des voisins avec lesquels se nouent des alliances, comme par exemple le royaume d'Urartu, qui est centré sur l'Arménie actuelle et qui avait fédéré autour de lui certains des royaumes néo-hittites araméens dans sa lutte contre l'Empire assyrien. Alors évidemment, aucune des attaques ne va marcher, les Assyriens seront toujours vainqueurs, mais à l'inverse, les Assyriens n'arriveront jamais à conquérir l'Urartu. Pourtant, les Assyriens vont par contre réussir à conquérir un par un tous les royaumes néo-hittites araméens et vont les englober dans leur empire colossal qui s'étendra de l'Égypte jusqu'à l'Iran. Et donc la dernière partie est surtout donc consacrée aux Assyriens qui certes vont assimiler donc tous les royaumes néo-hittites araméens, mais qui vont donc en être les héritiers culturels, et nous allons voir pourquoi. Alors, donc, une première carte qui est présentée à l'entrée donc, de l'exposition pour vous montrer tout d'abord l'étendue maximale de l'Empire hittite à la fin de l'âge du bronze, entre 1350 et 1180. C'est le moment où, véritablement, l'Empire hittite est une
une des grandes puissances du Proche-Orient, à tel point, et c'est ce que rappelle également l'exposition, que quand la veuve de Toutankhamon se cherche un nouveau mari, eh bien, elle estime que seul le Hatti, c'est-à-dire le pays hittite, peut lui donner un époux digne de ce nom. Et c'est Suppiluliuma Ier, le roi hittite qui a donc conquis cet immense empire, qui lui envoie un de ses fils, Zananza, qui trouvera la mort sur le chemin. Alors Suppiluliuma en profitera pour accuser les Égyptiens de l'avoir assassiné. Et le fait est que les Égyptiens ne pleurent pas vraiment la mort de ce prince étranger et que c'est donc une forte possibilité. Et c'est ce qui aboutira des dizaines d'années après à la fameuse bataille de Kadesh. Bref, l'Empire hittite est donc un empire extrêmement puissant qui disparaît vers 1180 pour un ensemble de facteurs, probablement des problèmes de ravitaillement en blé, des attaques multiples qui font que l'empire se délite, la capitale est abandonnée. Et donc, sur les anciennes colonies, vous le voyez, du sud-est de l'Anatolie et du nord de la Syrie, eh bien une mosaïque de petits États, symbolisée ici juste par une tache au début de l'expo, mais nous allons voir ensemble qu'il y a une carte plus détaillée par la suite. Eh bien, donc une mosaïque de petits États va naître sur les vestiges de l'Empire. Alors, la première partie donc, de l'exposition consacrée à l'Empire hittite est décorée dans le fond de la salle par une grande photo. C'est une idée du scénographe à laquelle j'ai complètement adhéré, évidemment. L'idée était d'avoir une photo qui nous plonge un peu dans l'Empire. Alors, finalement, j'ai choisi cette photo qui est celle qui représente la porte des Lions, qui est l'une des 3 portes de la ville haute de Hattusa. Hattusa qui est la capitale du royaume hittite et donc de l'Empire hittite. Vous le voyez, donc, un petit rappel, les Hittites arrivent dans la péninsule anatolienne probablement au cours du 3e millénaire avant Jésus-Christ. C'est un des peuples de langue indo-européenne les plus anciens qu'on connaisse. D'ailleurs, c'est finalement l'une des premières langues indo-européennes qui soit notée par écrit. Mais c'est seulement vers 1650 avant Jésus-Christ que le roi Hattusili Ier va fonder un royaume englobant toutes les chefferies précédentes autour de la ville d'Hattusa, qui va être donc la capitale de cet empire jusqu'à sa chute. Alors au départ, le royaume hittite est surtout centré sur l'Anatolie. Vous voyez, la Cappadoce est autour de la Cappadoce. Pourtant, très rapidement, les Hittites vont descendre jusqu'à Babylone, qu'ils vont raser en 1595. Mais l'empire en lui-même, vous voyez la plus grande tâche, l'empire en lui-même, lui, naît vraiment des conquêtes de Suppiluliuma Ier en 1350. Et voici donc d'ailleurs le site de la fameuse bataille de Kadesh, qui a lieu donc entre les Égyptiens et les Hittites. Bataille de Kadesh qui, selon les Égyptiens, est une victoire écrasante. Probablement pas, puisque en réalité, Kadesh reste une possession hittite après la bataille, et donc c'est plutôt une sorte de statu quo à l'avantage des Hittites. Alors, dans cette salle, j'ai voulu évidemment présenter un ensemble d'exemples de l'art hittite, qu'il soit monumental ou au contraire des objets précieux, comme par exemple ce très beau riton en forme de cervidé qui sert donc à faire des libations, c'est-à-dire à verser un liquide, du vin, de la bière ou du lait, sur un autel ou devant une statue divine, afin justement de rendre hommage à la divinité. Ce riton porte également, vous voyez, sur tout le tour du col, une scène en relief qui évoque justement une cérémonie de libation. Vous verrez l'objet évidemment dans l'exposition, mais là nous avons un personnage qui est en train justement de verser une libation devant la statue ou la représentation d'un dieu monté sur le dos d'un cerf, justement. Et il s'agit donc probablement de Kurunta ou Kuruntia, le dieu tutélaire, qui est le dieu de l'agriculture, de la chasse et du monde sauvage.
Derrière lui, un autre personnage divin est représenté assis, et on ne sait pas en réalité si c'est ce même Dieu représenté deux fois ou si c'est une divinité, sa parèdre ou une divinité associée. Pour la sculpture monumentale, j'ai choisi ces deux protomées, donc la partie avant d'un animal, ces deux protomées de sphinx inachevés qui proviennent d'un site du sud-est de la Turquie qui s'appelle Tsingerli. Et en fait, vous avez ici donc des sculptures dégrossies, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans les carrières du monde hittite, eh bien, on extrayait des blocs de basalte que l'on dégrossissait, que l'on préfabriquait sur place pour que pendant le transport, la pierre soit la plus légère possible, c'est-à-dire qu'on ait vraiment enlevé tout le superflu. Par contre, la sculpture n'était pas terminée sur place pour éviter que d'éventuels chocs pendant le transport abîment, vous voyez, des parties sculptées de manière fine et précise. Et donc, la sculpture était terminée une fois installée dans son architecture de destination. Là, ce qui est étonnant à Tsingerli, c'est que les sculptures n'ont jamais été achevées. On a, vous voyez, les lignes sobres du visage, de la coiffe et du torse du sphinx. D'ailleurs, quand je dis sphinx, je devrais plutôt dire sphinge, parce qu'on a découvert dans la banlieue de Tsingerli un protomée de sphinge terminé, et on voit bien que c'est un visage féminin. Et d'ailleurs, d'une manière générale, dans le monde hittite, les sphinx sont en réalité des sphinges, comme ce sera plus tard le cas dans le monde grec. Et donc, quand vous verrez l'exposition, vous verrez que sur le cartel en face des œuvres, j'ai fait mettre le dessin de la sphinge achevée pour vous donner une idée de ce à quoi auraient pu ressembler donc, ces sculptures si elles avaient été terminées. Alors, la question qu'on peut se poser surtout, c'est de quand datent-elles ? Elles ont été réutilisées grosso modo vers 900 avant Jésus-Christ, dans une structure qui n'existe plus aujourd'hui, mais datent-elles de l'époque néo-hittite ou de l'époque hittite impériale ? On ne le sait pas. On a découvert dans la carrière de Yesemek, qui se trouve à une vingtaine de kilomètres du site de Tsingerli, environ 300 sculptures préfabriquées dans le même esprit que vous avez ici, ce qui laisse évidemment à penser que ces sculptures découvertes à Tsingerli ont été présculptées à Yesemek. Et les sculptures de Yesemek, eh bien, vous en avez d'époque impériale et d'époque néo-hittite. Du coup, ces sculptures datent soit de la fin de l'Empire hittite, soit des tout débuts des royaumes néo-hittites, en sachant que certains reliefs achevés, comme ceux découverts au temple du dieu de l'orage d'Alep et d'époque impériale, ressemblent à nos protomées. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de les mettre plutôt dans la première partie. Alors évidemment, donc, on évoque le cœur du royaume avec ce très beau cerf, mais on évoque aussi les colonies syriennes de l'Empire hittite, avec notamment la ville de Carchemish, où ont été retrouvés ces petits éléments d'incrustation. Alors, Carchemish, si on reprend la carte un instant, eh bien, Carchemish et Alep, ces deux villes étaient les relais de l'autorité hittite dans les territoires syriens. C'est-à-dire qu'à Carchemish et à Alep, Suppiluliuma Ier avait installé deux de ses fils, qui étaient donc les vice-rois de son empire. Et donc à Carchemish, on a notamment découvert ces petits éléments d'incrustation qui figurent des dieux hittites, mais qui figurent des dieux hittites exactement à la manière hittite. C'est-à-dire qu'ils reprennent la même iconographie, le même style que des dieux hittites qu'on a découverts sculptés sur les parois du sanctuaire de Yazelekaya, un sanctuaire rupestre qui se trouvait dans la proximité immédiate de Hattusa, la capitale, et vraiment genre à 2 kilomètres, hein, donc c'est vraiment juste à l'extérieur de la ville, où on a des dieux, cette fois-ci représentés, qui font plus d'1 mètre de hauteur, alors que ces petits éléments d'incrustation, celui-ci fait 2 cm de hauteur, c'est le plus grand de tous. Ils sont en or avec des incrustations en pierre fine, et là, on a vraisemblablement la représentation du dieu du soleil. Alors, il y a plusieurs divinités du soleil dans le monde hittite. D'ailleurs,
le monde hittite est gouverné, le panthéon hittite est gouverné par le dieu de l'orage et sa parèdre, la déesse du soleil. Il y a pourtant des dieux du soleil également. Et c'est celui qui est représenté ici. On a un disque solaire ailé au-dessus de sa tête, disque solaire ailé qui est un motif de lointaine ascendance égyptienne, mais que l'on trouve dans l'art syro-anatolien depuis environ un millénaire. Et le dieu soleil tient d'ailleurs dans sa main un signe ici, qui est là encore une fois le signe de la vie qui rappelle le signe Ankh, la clé de vie égyptienne, dont il est une forme modifiée. Dans la main, le dieu du soleil tient un bâton courbé terminé par une boucle qu'on appelle le litous et qui est le bâton que tenait le roi hittite lors des cérémonies et qui est aussi un accessoire du dieu du soleil. D'ailleurs, l'une des façons de s'adresser au roi hittite, c'est de l'appeler mon soleil. Donc on a bien ce rapprochement entre le dieu soleil et le roi hittite. Sinon, les autres divinités que vous avez ici, on peut reconnaître ici Soska, qui est la déesse qui est l'équivalent hittite d'Ishtar, la déesse de la guerre et de l'amour et de la fécondité dans le monde mésopotamien. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à Yazelekaya, vous avez deux défilés de dieux qui se rejoignent. Les dieux d'un côté et les déesses de l'autre qui se rejoignent dans finalement le mariage entre le dieu de l'orage et la déesse du soleil. Eh bien, Soska, la déesse de la guerre et de l'amour, elle est dans les deux cortèges. Elle est présente dans le cortège des divinités masculines et présente dans le cortège des divinités féminines, évoquant ainsi ces deux aspects de la guerre et de la fécondité. Et puis sinon, vous avez ici encore une représentation du dieu de l'orage, et là peut-être un dieu guerrier, évidemment anonyme. Donc comme je vous l'ai dit, vers 1180, l'Empire hittite s'effondre, et donc la deuxième partie est consacrée à ces royaumes néo-hittites et araméens qui vont justement succéder à l'Empire, donc au sud-est de l'Anatolie et au nord de la Syrie. Alors, l'idée, évidemment, était de présenter les royaumes un par un, avec quelques exemples des vestiges monumentaux qu'ils nous ont laissés. Mais pour présenter ces royaumes, eh bien, on s'est posé plusieurs questions, puisque les royaumes, en fonction des publications, sont identifiés, parfois selon le nom de la ville moderne à côté duquel la capitale était retrouvée, selon le site archéologique, selon le nom antique. Et du coup, eh bien, pour chacun des royaumes, plusieurs questions se sont posées. Par exemple, Carchemish, est-ce qu'on l'appelle Carchemish ou est-ce qu'on l'appelle du nom moderne du site Jerablus? De même, pour le royaume de Malaisie, on lit souvent Malatya. Mais Malatya, c'est le nom moderne, non pas du site, mais de la ville dans la banlieue de laquelle se trouve le site d'Arslan Tepe. De même, beaucoup de ces royaumes, on les connaît par les sources assyriennes, puisque les Assyriens donc, se sont lancés à la conquête des royaumes. Donc beaucoup de ces royaumes ont été connus au départ par le nom que leur donnaient les Assyriens. Et c'est seulement après, quand on a pu déchiffrer les hiéroglyphes louvites qui ornent les monuments de ces royaumes, que l'on a pu trouver le nom originel de ces royaumes. Et c'est le cas ici pour le royaume de Palestine, appelé également Ouadestine sur d'autres monuments. Eh bien, dans les sources assyriennes, il est appelé Patine ou parfois Unki. Et donc, vous voyez bien que le mot Patine est en réalité une contraction du nom originel du royaume de Palestine. Et enfin, pour certains royaumes, le nom du royaume et le nom de la ville sont rigoureusement identiques, mais pour certains royaumes, ce n'est pas le cas. Par exemple, pour le royaume du Bitadini, la capitale s'appelle Massouari. Donc, pour faire cette carte des royaumes néo-hittites et araméens, que vous pourrez regarder à loisir dans l'exposition, parce que là, malheureusement, du coup, vous voyez, les noms des sites sont assez difficiles à lire, eh bien, il a fallu trouver une méthode qui soit tout le temps la même pour tous les royaumes. Et donc, nous avons décidé, quand cela a été possible, d'avoir le nom du royaume en grand. Ici, la capitale notée avec son nom ancien et son nom moderne pour
pouvoir avoir toutes les dénominations sous lesquelles on connaissait, notamment dans la littérature savante, l'ensemble de ces royaumes. Alors, on a voulu pousser le vice encore plus loin, puisque, vous le verrez dans l'exposition, le nom des royaumes, alors on a choisi véritablement d'être au plus proche des sources locales, donc des inscriptions en hiéroglyphes louvites, ces hiéroglyphes qui servent pour les inscriptions monumentales de l'Empire hittite et des royaumes néo-hittites et araméens, eh bien, on va chercher dans les monuments, comme ici cette stèle, ou en tout cas ce fragment de décor architectural qui figure une chasse au lion, eh bien, dans l'inscription en hiéroglyphe louvite qui se trouve au-dessus de la scène, eh bien, on a repéré donc ici déjà un petit signe qui est ce qu'on appelle un déterminatif. Ce signe signifie que le mot qui précède appartient à une catégorie. Par exemple, là c'est le signe qui dit que le mot qui précède est un nom de ville, mais vous avez des déterminatifs pour les noms de plantes, d'animaux, de divinités, etc. Donc, les signes qui sont avant nous donnent le nom de la ville de Malaisie. Et c'est la même chose donc pour Carchemish. On a pris un monument, vous voyez, cet orthostate qui se trouve à l'entrée de ce qu'on appelle la King's Gate, dans l'aire cérémonielle du cœur de Carchemish, où se trouve un très long texte du roi Katua. Et bien donc ce texte, évidemment, c'est John David Hawkins, un très grand savant qui, en 2000, a publié une somme colossale sur toutes ces inscriptions en hiéroglyphes louvites, et qui nous permet vraiment donc de mieux connaître l'histoire de ces royaumes. Et bien là, pareil, dans la transcription qu'il a faite du relief, eh bien, on a identifié l'endroit où se trouve le nom de Carchemish. Vous voyez, on retrouve le déterminatif du nom de ville, et donc après on en a extrait les hiéroglyphes que vous pouvez maintenant voir dans l'exposition sous le nom en lettres latines du royaume. Alors vous verrez simplement qu'il manque certains, les yeux les plus aiguisés verront qu'il manque certains des hiéroglyphes, simplement parce que ceci, c'est une terminaison d'appartenance. C'est comme si on disait parisien au lieu de Paris, et donc pour retranscrire uniquement Carchemish et pas de Carchemish, eh bien, j'ai enlevé donc les deux derniers signes. Et donc, je vais vous présenter maintenant quelques-uns donc de ces royaumes que nous évoquons donc dans cette deuxième partie, et évidemment, à tout seigneur, tout honneur, Carchemish, ce grand royaume qui est né tout de suite après la chute de l'Empire hittite, c'est-à-dire qu'on a une empreinte de sceau qui nous indique que le premier roi de Carchemish est le fils du dernier gouverneur hittite de Carchemish. Donc on a bien une continuité du pouvoir entre l'époque impériale hittite et le royaume néo-hittite de Carchemish. Et vous avez ici donc une sélection des originaux et des moulages, des grands monuments qui ornaient l'aire cérémonielle, la grande place qui se trouvait au cœur de la ville de Carchemish, au pied de la citadelle, et où Léonard Woolley, donc le fouilleur d'origine britannique, a découvert la plupart des monuments de la ville. Vous avez notamment en bas donc cette très belle tête de statue qui a été faite par le roi Katua, qui est vraiment l'un des rois qui a le plus décoré et aménagé cette aire cérémonielle. Et la statue donc de ce roi, qui est un des ancêtres de Katua, elle reposait sur une base où se trouvaient deux lions, et nous avons donc les deux têtes de ces lions qui, elles, appartiennent au British Museum. Nous avons ici une autre statue érigée par Katua pour l'un de ses ancêtres. Là, le personnage est assis, alors que la statue que nous venons de voir précédemment a été probablement debout. Simplement, on a malheureusement très peu de fragments du corps de la statue, mais la statue dont on a la tête dans l'exposition, eh bien, comme celle-ci, était sur une base avec deux lions maintenus par un personnage. Ici, un génie à tête d'aigle, mais sur la base de l'autre statue de Katua, c'est un génie à tête humaine, qui est peut-être d'ailleurs une autre figuration du roi lui-même. Alors pourquoi le roi est-il montré sur le dos
de deux lions? Eh bien, tout simplement parce qu'il est divinisé. Il est l'égal des dieux, donc il est montré debout ou assis sur des lions, comme les dieux le sont sur leurs animaux attributs. Et ça nous montre juste que Katua a fait représenter ses ancêtres divinisés après leur mort, et on leur voue un culte exactement comme aux grands dieux du royaume. Et à côté, vous avez un des vrais dieux, pour le coup, de Carchemish, c'est le dieu de l'orage, qui est donc le grand dieu de Carchemish, mais la déesse tutélaire de la ville de Carchemish, c'est Kubaba, une déesse qui est peut-être à l'origine de la fameuse déesse Cybèle, que l'on connaît plus tardivement. Alors, ici, le dieu de l'orage, vous voyez, est coiffé d'une tiare qui rappelle la couronne blanche de Haute-Égypte, tout simplement parce qu'à l'âge du bronze, eh bien, les dieux du monde levantin, c'est-à-dire de la côte est de la Méditerranée, eh bien, on va leur donner la coiffe, finalement, d'un souverain lointain. C'est-à-dire qu'on se réapproprie un symbole que l'on charge d'une autre signification. C'est-à-dire que de couronne de roi, ça passe à coiffe de divinité, mais comme on est en Orient, eh bien, on lui rajoute des cornes. Parce que dans le monde proche-oriental, que ce soit en Mésopotamie, chez les Hittites ou ailleurs, les dieux ont des cornes de bovidés qui sont finalement la marque du divin. Et là, le dieu est représenté en train donc de châtier un ennemi avec sa hache levée devant lui. Alors en face, on a donc le fameux royaume de Malaisie, qui est donc le site d'Arslan-Tépé où se trouvait sa capitale. Eh bien, l'un des rares sites néo-hittites qui a été fouillé par un archéologue français, Louis de Laporte, donc là, à partir de 1930. Alors, ils ne font pas confondre le Louis de Laporte qui découvre Arslan-Tépé et le Louis de Laporte qui, à la fin du 19e siècle, a découvert Angkor au Cambodge. Ces deux hommes différents et qui, en plus, a priori, n'ont pas de lien de parenté. Alors, Louis de Laporte, donc, il va dégager un monument qu'on appelle la Porte des Lions, où se trouvait, qui était décoré par un ensemble de reliefs. Et l'exposition nous montre les moulages faits par Louis de Laporte après sa découverte. Alors, je pense qu'il est aussi important de montrer des originaux que des moulages, d'autant que ces moulages ont été faits par les archéologues qui ont découvert ces sites. Ces moulages font partie de l'histoire de l'archéologie, ils nous renseignent sur toute une époque et en plus ils font partie donc de nos collections. Vous avez ici donc ce moulage qui représente un roi versant des libations devant le dieu de l'orage, là encore, reconnaissable à sa tiare à cornes et à ce geste, vous savez, encore une fois, là, il s'apprête à châtier ses ennemis. Et surtout, vous avez ces hiéroglyphes ici, ces hiéroglyphes qu'on appelle louvites, qui nous donnent le nom du dieu, donc dieu de l'orage, le nom du roi. Et vous avez derrière donc un assistant qui amène un taureau qui va être sacrifié au dieu de l'orage. Alors, ce qui est intéressant à Malaisie, c'est que vous regardez, vous voyez, le roi, il tient à la main cette espèce de bâton courbe qu'on appelle le litouus, qu'on a vu donc comme attribut du dieu du soleil, et qui est vraiment typique de l'iconographie royale à l'époque impériale, qui disparaît assez rapidement à l'époque néo-hittite, sauf à Malaisie, où on voit donc bien le lien entre l'art d'époque impériale hittite et l'art néo-hittite. Il y a donc également un original qui est présenté, c'est cette très belle, ce très beau relief de la chasse au cerf avec une inscription en hiéroglyphe qui rappelle la stèle avec la chasse au lion qu'on a vu précédemment. Ces deux stèles ont été découvertes dans les environs du site d'Arslan-Tépé. L'une d'entre elles est au musée des civilisations anatoliennes d'Ankara et l'autre, celle de la chasse au cerf, est conservée au musée du Louvre. Alors, vous avez également un autre royaume néo-hittite, le royaume de Gourgoum. Alors, contrairement aux deux royaumes précédents, on n'a pas pu fouiller
la capitale de Gurgum, tout simplement parce que le site se trouve vraisemblablement sous la ville actuelle de Kahramanmaraş. Et donc, les monuments de Gurgum qui ont été découverts soit en fouille clandestine, soit réemployés dans des bâtiments postérieurs, comme le lion d'Alparontia III, dont un moulage est présent dans l'exposition, qui a été retrouvé réemployé dans une des forteresses médiévales de la ville. Alors, à Gurgum, on a découvert énormément de stèles funéraires, comme celle que vous avez devant vous, à tel point qu'on se pose la question, y avait-il un atelier de fabrication de stèles funéraires intéressons-nous à celle de Tarunpia, ce très bel exemple qui, pareil, fait partie des collections du musée du Louvre, où on voit donc un personnage représenté debout sur les genoux d'un autre personnage. C'est manifestement pour lui que la stèle a été érigée, puisque c'est lui qui porte des attributs, en l'occurrence un calame, ici, un stylet qui sert à écrire, et devant lui un écritoire fermé. Cet écritoire qui était fait de 2 planches de bois assemblées par une charnière en ivoire, vous en verrez un exemple à la fin, et qui nous indique que le personnage, a priori, sait lire et écrire. Dans l'autre main, il tient une laisse accrochée à la patte d'un oiseau de proie qui servait évidemment à la chasse. Donc, la chasse à l'oiseau, la lecture et l'écriture nous indiquent que le personnage appartient à la classe aristocratique. Ça ne veut pas forcément dire qu'il était scribe lui-même, mais c'est juste pour nous montrer son rang social. Alors, il est représenté sur les genoux d'un personnage portant un long voile frangé qui nous indique que c'est une femme et elle est représentée plus grande que le personnage debout et en plus elle a ce geste de tendresse envers lui. Vraisemblablement, il s'agit de sa mère. Du coup, 2 possibilités pour essayer d'interpréter la scène que nous avons devant nous. Soit la mère du personnage a fait ériger cette stèle pour son fils défunt, soit nous avons ici une évocation en images de ce que l'on peut lire dans certains rituels hittites de l'époque impériale, où c'est la mère du défunt qui l'accueille dans l'au-delà et le guide dans l'autre monde. De même que la mère met au monde ses enfants, dans le monde des vivants, eh bien c'est également elle qui les accueille dans l'au-delà. Et c'est peut-être donc une transcription dans la pierre de ce mythe. Alors, concernant l'inscription qui se trouve au-dessus de la scène, cette inscription en hiéroglyphe louvite, eh bien, elle nous donne le nom d'un certain Tarunpia. Cependant, comme ici, cette partie-là de la stèle est en dépression par rapport au reste de la surface, on pense qu'en réalité, la stèle a été réutilisée pour Tarunpia, mais que la scène ne représente pas Tarunpia lui-même. Alors là, on a vu surtout des royaumes donc néo-hittites, c'est-à-dire gouvernés par des souverains dont les ancêtres étaient des gouverneurs hittites. Eh bien, avec le royaume de Hamat, dont vous avez ici la restitution de la citadelle, eh bien, on a des souverains araméens. Alors, les Araméens, c'était des groupes nomades qui vivaient donc dans la steppe, aux marges des royaumes, et certains des chefs de ces tribus araméennes, eh bien, vont conquérir des royaumes et s'installer dans des palais, comme ici à Hamat. Et ce sont des archéologues danois qui ont fouillé le site de Hamat dans l'entre-deux-guerres. Et donc, une partie des objets découverts ont été conservés en Syrie et une autre partie sont au Musée national du Danemark, qui nous a fait donc de très généreux prêts pour l'occasion. Vous avez notamment ce très beau lion gardien qui se trouvait à l'entrée de l'un des bâtiments de la citadelle. Alors ça aussi, c'est une marque véritablement de l'art monumental néo-hittite araméen. Ce sont ces animaux gardiens à l'entrée des villes, des palais et des temples, la plupart du temps des lions, mais nous avons aussi des taureaux ou des sphinx. Mais l'animal qui a évidemment le plus de succès, c'est le lion. Alors, on avait souhaité aussi ne pas montrer que
de la sculpture monumentale, vous avez aussi des sélections d'objets, je dirais, beaucoup plus petits, qui évoquent eux aussi des liens culturels avec d'autres régions. Là, par exemple, cette petite amphore a un décor typiquement chypriote qui nous montre donc les échanges qu'il peut y avoir entre ces royaumes syriens et le monde méditerranéen. Quant à la petite coupe à godron en bronze qui se trouve devant, eh bien, on retrouve ce type de coupe un peu partout, jusque dans l'Anatolie phrygienne, donc vraiment dans la partie ouest de la péninsule anatolienne. Alors, après cette présentation globale de ces royaumes néo-hittites et araméens, la troisième partie est donc un focus sur l'un des royaumes, comme je vous l'ai dit, le Bit-Bayani, dont la capitale a été découverte sur le site de Tel Halaf. Je ne reviendrai évidemment pas sur les fouilles puisque je viens de vous en parler, mais bien entendu, nous avons souhaité présenter donc ces sculptures monumentales, le résultat de ce travail incroyable de l'équipe du Pergamon Museum, et cette fois-ci de le contextualiser avec la photo prise par Max von Oppenheim de la façade nord donc du palais de Khapara, dont la maquette faite pour l'exposition de 2011 est également présentée dans l'exposition. Et nous avons donc deux des trois animaux qui servaient de base de colonne à l'entrée du palais, et une question qui est évoquée dans le film qui est présenté dans l'exposition, c'est est-ce que ces lions et ce taureau étaient surmontés de dieux cariatides, comme c'est le cas dans la restitution proposée par Max von Oppenheim dans son Tel Halaf Museum, ou est-ce que les lions et le taureau étaient surmontés de colonnes, tout simplement, comme ça se fait partout ailleurs dans les royaumes néo-hittites araméens, et ces dieux monumentaux étaient présentés ailleurs sur l'esplanade du palais. Le fait est que les deux hypothèses se valent et qu'on n'a aucune preuve de l'une ou de l'autre. Certes, les dieux... Alors, ce qui est sûr, évidemment, c'est que les lions et le taureau étaient bien des bases de colonnes à l'entrée du palais, puisque c'est vraiment là qu'ils ont été retrouvés, mais les dieux ont été retrouvés sur l'esplanade. Donc, est-ce qu'ils étaient vraiment sur le dos des animaux ? On ne peut pas en être complètement sûr. De chaque côté de l'entrée, il y avait donc des sphinx. Vous en avez un ici et la tête de l'autre sphinx qui est à l'arrière. Et puis donc, nous avons également installé l'un des deux hommes scorpions, l'autre étant évidemment au musée d'Alep, qui ornait donc le passage qui menait jusqu'à l'esplanade devant l'entrée du palais. Alors nous présentons également tous les petits orthostates, une sélection des petits orthostates de la façade sud du palais, que je vous invite évidemment à découvrir dans l'exposition. Et à la fin de cette troisième partie, on présente évidemment donc la statue préférée de Max von Oppenheim, ce grand personnage trônant, qui n'est donc pas une divinité, mais c'est une statue d'ancêtre. Alors le personnage, qui est probablement un personnage féminin, vous voyez, représenté un berbe, mais la poitrine n'est pas notée. Elle pose sa main gauche sur son genou et sa main droite tient une coupe, comme si elle était en train d'assister à un banquet, le banquet funéraire, auquel elle assiste pour l'éternité. Et j'ai voulu présenter à côté de cette statue, une statue qui est plus vieille de 1000 ans. Parce que je voulais vous montrer que en fait, ces statues d'ancêtres, même si le style est différent, la composition est toujours rigoureusement la même. Le personnage est représenté assis, pieds nus sur un repose-pied. Il est lui-même assis sur un trône, vous voyez. La main gauche est posée sur le genou et la main droite, posée sur le genou, tenait une coupe. Là, malheureusement, la statue est fragmentaire, mais toutes les autres statues qui lui sont contemporaines ont une coupe à la main. Et ceci pour vous montrer la permanence de ces schémas, alors que les populations elles-mêmes changent. Vous avez sans cesse l'arrivée de nouveaux peuples, des mélanges de populations, et pourtant, vous avez un peu cette filiation que l'on peut faire. Et ce qui est intéressant, mais que je n'ai pas pu présenter dans l'exposition, parce que nous ne pouvons malheureusement pas, vous vous en doutez, travailler avec la Syrie actuellement, c'est que 1000 ans plus tard,
au 1er siècle après Jésus-Christ, à l'époque romaine, eh bien, vous avez toujours des statues d'ancêtres avec la main gauche posée sur le genou, la main droite tenant une coupe ou un attribut et assis sur un trône. Donc vous voyez ces figurations d'ancêtres qui sur 2000 ans sont toutes représentées de la même façon, seul le style change. Et enfin, la 4e partie eh bien, est consacrée donc aux puissances voisines, donc avec lesquelles se nouent des alliances, mais comme par exemple donc l'Urartu dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais évidemment la puissance la plus difficile, c'est l'Empire assyrien qui, comme je vous l'ai dit, va conquérir un par un tous les royaumes néo-hittites et araméens. Alors, certains royaumes sont déjà en réalité des royaumes clients de la Syrie depuis très longtemps. Et d'ailleurs, dans certains royaumes, les Assyriens vont juste remplacer le dernier roi par un gouverneur assyrien, et hop, le royaume sera englobé dans l'Empire. Par contre, dans d'autres cas, eh bien, il y aura des conquêtes violentes et on a des marques de destruction importantes. Et c'est comme ça donc, que les royaumes rentrent petit à petit dans l'Empire assyrien. Mais l'Empire assyrien va également être l'héritier culturel des royaumes néo-hittites et araméens, et on en a plusieurs exemples donc dans l'exposition. Tout d'abord, cette sculpture monumentale de pierre qui orne l'entrée des villes et des palais assyriens, eh bien, elle a pour origine la sculpture monumentale des royaumes comme Carchemish ou Malaisie. On sait que dès 1100 avant Jésus-Christ, Téglat-Phalazar Ier va en campagne à Carchemish. C'est le cas de certains de ses successeurs, et ils ont vu ces décors monumentaux de la ville de Carchemish. Simplement, les Assyriens vont à leur tour créer de grands décors monumentaux encore plus incroyables. Nous en avons évidemment de très beaux exemples au Louvre dans la cour de Khorsabad, que vous connaissez tous évidemment très bien. Et là, vous avez par exemple les taureaux du site d'Arslantash, qui est une colonie assyrienne en territoire syrien. Et ces taureaux, eh bien, s'ils ont un style typiquement assyrien, on le voit très nettement dans ces bouclettes ou la forme générale de l'animal, eh bien, le sculpteur était probablement un sculpteur syrien, araméen local, puisque la sculpture est en basalte, comme toutes les grandes sculptures monumentales des royaumes néo-hittites et araméens. Alors, évidemment, un autre élément qui va beaucoup plaire aux Assyriens, ce sont les meubles en bois décorés de plaquages d'ivoire. Et ces meubles décorés de plaquages d'ivoire, ils proviennent, pour certains, du monde phénicien, mais pour d'autres, des royaumes néo-hittites et araméens. Vous avez par exemple ici 2 exemples de ces magnifiques plaquages d'ivoire découverts à Arslantash et qui proviennent du royaume d'Aram-Damas, puisque l'inscription que vous avez ici évoque Hazaël, l'un des rois du royaume d'Aram-Damas. Et donc, ces meubles avaient été faits pour le roi araméen, mais ils avaient été ramenés en butin dans le monde assyrien. De même ici, vous avez ce très beau capridé qui provient des plaquages d'ivoire retrouvés dans le palais de Nimroud, cette fois-ci au cœur du territoire assyrien. Et ces ivoires découverts à Nimroud, eh bien, ils proviennent soit de Tel Ahlaf, justement, soit du site de Tsengerli, soit peut-être même de Hama, puisque à Hamat, on a découvert un atelier de tailleurs d'ivoire, on a découvert des copeaux en ivoire. Donc vous le voyez, ces décors étaient faits pour les rois néo-hittites et araméens, mais ils avaient été ramenés donc dans les palais assyriens. Et enfin, bien entendu, donc là, vous voyez un de ces fameux écritoires dont je vous parlais, fait de planches de bois avec ses charnières en bois et ivoire. Eh bien, l'héritage majeur, évidemment, des royaumes araméens, c'est bien entendu la langue et l'écriture araméenne. Les Assyriens, vous le savez, ont déporté beaucoup des populations des royaumes qu'ils ont conquis, et donc ils vont placer les Araméens partout dans le Proche-Orient. Et donc, la langue et l'écriture araméenne vont se répandre dans le Proche-Orient à partir de l'époque assyrienne pour devenir la langue et l'écriture la plus utilisée dans tout le Proche-Orient pendant l'Antiquité. Je vous remercie de votre attention.